fin du droit, point d'interrogation. Et ce sera un vrai point d'interrogation pour ma part. Parce que je voudrais profiter de cette journée de conférence pour engager une réflexion sur ce qu'on appelle ici, sur ce qu'on appelle la justice plurielle, du point de vue de ses enjeux. Alors voilà, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vais essayer de creuser pendant ces quelques minutes avec vous, les enjeux de ce qui est appelé ici la justice plurielle. Alors les enjeux, précisons un petit peu les choses, les enjeux c'est ce qui se joue dans une partie, c'est ce qu'on peut gagner et c'est ce qu'on peut perdre, et c'est donc aussi ce qui permet de déterminer la valeur d'une partie, de sorte qu'en un sens, j'essaierai ici, enfin je me livrerai à une tentative d'évaluation de la justice plurielle. J'ajoute, je m'empresse d'ajouter que, s'agissant d'évaluation, il ne s'agit pas pour moi ici de prononcer un jugement de valeur, de produire un jugement de valeur. Ce serait tout à fait malvenu pour une introduction à la journée et ce serait de toute façon intempestif. Donc quand je parle d'évaluation ici, il s'agit en fait d'aider à une interprétation. Je m'interroge sur le sens de ce qui est appelé ici justice plurielle, et je trouve dans la notation des enjeux de cette justice plurielle une possibilité d'interprétation, donc de recherche de sens. Alors évidemment, tout ça pour l'instant est pas très clair, et il faut en dire un petit peu plus sur le projet de cette contribution, et en particulier ce qui obscurcit son propos, c'est que se pose d'entrée de jeu le problème de la référence, du système de référence, c'est-à-dire ce qui permet d'évaluer. Un peu comme dans une partie, disons une partie où les enjeux sont en monnaie, c'est le système monétaire qui permet d'évaluer les enjeux, de déterminer la valeur de la partie. Donc il faut un système de référence, il faudra donc établir ici un système de référence à gros traits évidemment. Et peut-être avant même ce système de référence qu'il s'agit de tracer, se pose la question de l'objet de l'évaluation. C'est-à-dire, de quoi parlons-nous aujourd'hui, entre nous tout au moins, de quoi parlons-nous aujourd'hui lorsqu'il s'agit de justice plurielle? C'est pour ça que j'annonce deux choses, mais je fonctionnerai en 4 temps. Premier temps, l'objet précisément. Deuxième temps, la constitution, encore une fois, à gros traits du système de référence. Puis la tentative d'établissement des enjeux. Et puis une conclusion qui sera aussi, au fond, une manière de délivrer cette interprétation. Alors, l'objet, en tant qu'objet de nos réflexions, je répète ici, notre objet se situe à la conjonction de deux phénomènes, et je me confie ici à l'argument de la conférence, que je vais reprendre simplement à la lettre. Il s'agit d'étudier ensemble, et c'est ça qui me semble tout à fait révélateur, d'étudier ensemble deux phénomènes, l'essor de la justice numérique d'une part, et le déploiement, je cite, des modes de règlement alternatifs des différends d'autre part. J'imagine que les phénomènes en question, ce qui est noté dans l'argument comme phénomène, sont suffisamment définis. Ça, c'est important. J'imagine qu'ils le sont. J'imagine qu'on sait à peu près de quoi on parle, même si évidemment les analyses qui vont avoir lieu pendant la journée vont avoir pour fonction d'éclairer de l'intérieur ces phénomènes, de les théoriser si on veut, mais au niveau des phénomènes, j'imagine que c'est suffisamment clair. Précisons les choses. L'usage, d'un côté, l'usage de certaines technologies qu'on appellera nouvelles technologies dans le cadre des activités couvertes par l'appareil judiciaire en général, et d'autre part le développement de voies extrajudiciaires de production de décisions de justice, je vais le dire comme ça, au prix d'une réduction un peu simpliste, mais la médiation est aussi la production d'une décision de justice, je tâcherai de m'en expliquer un peu plus loin. Toute l'originalité de cet objet n'est pas dans les phénomènes en question, puisque je les imagine suffisamment connus, mais l'originalité, c'est la conjonction, c'est de mettre ces deux phénomènes en conjonction. Et donc, s'interroger sur l'objet, c'est se demander ce que ces phénomènes ont en commun. Pourquoi les étudier ensemble? Alors, disons-le très vite, ce qui me semble déterminant ici, c'est que nous sommes en présence de deux alternatives à des activités inscrites dans la production des décisions de justice. Deux techniques, à proprement parler, c'est-à-dire deux manières, deux
arts, hein, deux techniques qui ont à voir avec la décision de justice, qui ont à voir donc avec la justice. Soyons plus précis, ces alternatives se signalent par la rupture, alors plus ou moins importante, dans une mesure qui reste à déterminer, mais une rupture avec la justice, dont précisément elles sont l'alternative, autrement dit la justice non numérique, et la décision judiciaire. Or, la nécessité de cette rupture, rupture, le mot est probablement mal choisi, il est sans doute un peu fort, enfin en tout cas un écart, une distinction, une différence. La nécessité de cette distinction, de cette rupture, donc, apparaît à peu près indiscutable dans la mesure où la justice numérique et les modes alternatifs, ça existe. Donc, de ce point de vue, c'est indiscutable. Ça répond, donc, à cet égard, à une exigence de justice, et j'irai un tout petit peu plus loin, une exigence de justice trahie, ou tout au moins déçue, lorsque servie par les moyens traditionnels. Et ceci, cette rupture ou cette déception prend la forme, à mon avis, prend une forme, où parmi ces formes contemporaines, il y a ce qu'on appelle le problème de l'accès à la justice. Alors, c'est pas tout à fait à ce niveau que je vais me situer, parce que l'accès à la justice, au fond, et le problème de la justice plurielle, par conséquent, peut engager la réflexion à deux niveaux. Un, à un niveau que je qualifierais d'administration de la justice, mais ce n'est pas à ce niveau-là que je vais me situer pour ouvrir cette journée. Je vais me placer au niveau de la finalité de la justice plurielle, c'est-à-dire de la justice elle-même. Et j'en viens par là à ce qui constitue mon deuxième temps, c'est-à-dire le système de référence. Mon système de référence, ce sera la justice elle-même. C'est dans ce cadre-là que je voudrais vous proposer une première évaluation pour ouvrir cette journée, une première évaluation de la justice plurielle. C'est-à-dire que ma réflexion porte sur les enjeux de la justice plurielle du point de vue de la justice elle-même. Plus précisément encore, pour revenir à ce que j'annonçais d'entrée de jeu, qu'avons-nous à gagner, qu'avons-nous à perdre en termes de justice dans un système juridique qui confierait une partie de son administration à la justice plurielle telle qu'elle est envisagée ici. Alors, d'entrée de jeu, là, je vais prévenir, enfin, pour fixer mon système de référence, il me faut prévenir ou essayer de contenir une objection fondamentale. Dire que la justice serait une référence impliquerait une définition de la justice. On le sait, cette définition est impossible. Impossible, tout au moins, du point de vue d'une théorie de la connaissance qui exclut de son domaine, précisément, les valeurs. Et si on conçoit la justice comme étant une valeur, elle n'est pas connaissable, on connaît le refrain. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait connu. Mais remarquons cependant dans ce cas-là que le problème vient de l'impossibilité de connaître ce qui est juste, c'est-à-dire précisément ce qui fait la valeur. Pour le dire plus simplement, c'est est-ce que cette solution, est-ce que cette règle est juste ou injuste ? Dans ce cas-là, on attribue une valeur, et c'est la connaissance de cette valeur qui pose problème. Parce que d'un autre côté, il y a bien des discours de la justice, on en a eu quelques exemples avec la communication précédente, il y a bien des discours de la justice et il y a bien des théories de la justice. Donc de ce point de vue-là, il est tout à fait concevable de situer l'évaluation de la justice plurielle parmi les discours de la justice, ou ce qu'on appelle autrement les théories de la justice. Alors, afin de ne pas trop déborder mon temps de parole, je voudrais schématiser ici. Alors, je répète, c'est une schématisation. Elle a toute la faiblesse d'une schématisation, mais je crois qu'elle permet quand même de se faire comprendre. Il me semble que s'agissant des discours de la justice rapportables au droit, pour le dire vite, ou des théories de la justice rapportables au droit, on peut les distinguer à partir de leur objet, et on peut distinguer cinq objets. Il y a d'abord ce que j'appellerais un discours de la justice du droit lui-même. C'est la conception antique ou classique, dont la distribution, la justice distributive forme une sorte de point de référence, en particulier pour les juristes. Et je pense peut-être plus précisément à mon avis, dans la formule romaine, sum quique tribuere, évidemment, c'est à ça que je songe. Pourquoi ? Parce que dans cette vision-là de la justice, le droit, c'est une technique de la justice.
l'art du bon et du juste, ça veut dire une technique de la justice. Autrement dit, le droit ne se comprend qu'au regard de sa finalité, qui est précisément la justice. Si on veut, ce que vous avez dit, cher collègue, m'y fait penser, si on veut avoir une vision, à mon avis, un peu intéressante du Sum Quic et Tribuere, on ferait mieux de lire la Théogonie que de lire le Digeste. Je pense que c'est beaucoup plus clair ce qu'on entend par justice dans la mythologie, en fait. Deuxième, c'est une parenthèse, deuxième conception possible, deuxième théorie de la justice, deuxième discours de la justice, c'est la justice des règles. C'est-à-dire le discours qui voit dans la loi, pour le dire vite, la formule abstraite et générale d'une justice civile ou politique. Alors là, on se situe plutôt chez des gens comme Hobbes, Bentham, Beccaria aussi, sans aucun doute. Troisième discours de la justice possible, c'est une justice non plus du droit, mais des droits, au sens de droit subjectif, ou plus exactement de rights, je pense que c'est le mot le plus adéquat. Disons, c'est la conception de la justice du libéralisme moderne, et là, de Kant à Dworkin. Je pense qu'il y a un spectre suffisamment large de la justice des droits, c'est-à-dire l'idée de l'égalité des droits. Quatrième discours de la justice, c'est la justice des institutions. C'est-à-dire la justice qui prend pour objet les processus de production du droit et par extension, l'ensemble des instances de gouvernement des humains. Je pense spécifiquement ici à John Rawls, qui a déplacé explicitement le problème à l'époque contemporaine vers la question des institutions, mais c'est l'ensemble des discours de justice procédurale qu'on pourrait ici prendre en compte, et puis toutes les critiques ou les épigones de Rawls. Cinquième discours de la justice, cinquième objet, une justice de la décision. C'est-à-dire une justice qui prend pour objet l'acte de dire le droit et de trancher les litiges, qui est une perspective aussi bien interne au droit que la question que posent les sciences sociales, la question de la décision. Alors il est entendu évidemment qu'il y a de nombreux points de passage, de nombreuses connexions, et qu'un certain nombre de dispositifs de justice répondent à plusieurs de ces discours. Notamment, la justice plurielle mobilise au moins les deux dernières conceptions que j'ai évoquées, c'est-à-dire justice de la décision, au sens où l'introduction de la technologie nous promet une décision plus juste du point de vue de la production de cette décision, et justice des institutions, évidemment. Alors venons-en maintenant au troisième temps. Ouais, il me reste environ 5 minutes, je pense. On devrait y arriver. Troisième temps, c'est-à-dire une fois qu'on a ce système de référence, c'est-à-dire quelques discours, et une fois tout simplement, je vais dire les choses plus nettement, une fois qu'on arrive à se persuader qu'il est tout à fait possible pour des juristes de parler de justice, simplement une fois qu'on a ça en tête, venons-en à établir, si vous voulez, certains enjeux de ce point de vue de la justice plurielle. Donc qu'avons-nous à gagner du point de vue de la justice? Qu'avons-nous à perdre du point de vue de la justice? Alors, qu'avons-nous à gagner d'abord? Eh ben, on a à gagner, et je me place ici du point de vue, puisqu'il s'agit d'une matinée consacrée aux professions juridiques, je vais me placer du point de vue de ma profession juridique, je suis professeur de droit, mais je vais aussi embrasser ma perspective, disons, de justiciable, de citoyen. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner? Eh bien, je le dirais nettement, le retour irrésistible, le retour incursible même, de l'exigence de justice. Parce que la justice numérique, autant que les modes alternatifs, remettent sur le tapis, si vous voulez, une injonction à la justice dont l'argument économique qui grouille souvent dans les discours sur l'accès à la justice n'est à mon avis qu'une forme. Parce que le coût de l'action, le problème de l'engorgement des tribunaux, l'incertitude des solutions sont conçus comme des facteurs d'injustice sociale. C'est là le motif de l'accès à la justice et qui n'est, je le répète, à mon avis, qu'une forme contemporaine d'une exigence de justice. Autrement dit, l'accès à la justice est, dans sa ligne, la justice plurielle, ne constitue pas simplement une tentative d'amélioration de l'administration de la décision, mais ont vocation à offrir une garantie de justice. Alors oui, c'est un peu tautologique, évident de dire que l'enjeu de la justice, c'est la justice.
Oui. Mais dira-t-on que ce retour d'une injonction à la justice est anodin? Osera-t-on dire que l'exigence de justice n'a jamais cessé de préoccuper le droit dans son ensemble? Je pense que pour nous, les juristes, nous serions en tout cas bien coupables de le dire. Parce que nous n'avons pas cessé, depuis l'époque moderne, de vouloir consommer le divorce entre le droit et la justice. Nous le disons à nos étudiants, nous avons appris à le dire à nos étudiants, le droit, c'est pas pareil que la justice. D'ailleurs, regardez, il y a un ministère de la justice et après, c'est pas un ministère du droit. Et quand je vous enseigne le droit, je ne vous enseigne pas forcément la justice. Et nous n'avons eu de cesse que de consommer, évidemment, toujours dans une perspective moderne, le divorce du droit et de la morale. C'est le même ordre d'idées. Quid ius, quid juris, ce sont des questions différentes. En tout cas, nous avons entériné cette différence-là. Sans compter, ce que je fais maintenant, sans compter le régime d'une certaine police épistémologique qui nous a bien souvent amené à considérer que notre savoir à nous les juristes, n'était pas comptable de l'exigence de justice. Et de ce point de vue, nous avons contribué à séparer le droit de sa finalité de justice et donc à le rendre disponible. Nous n'étions pas les seuls, mais nous avons été très coupables dans cette affaire, à le rendre disponible à d'autres finalités. Et quand on rend quelque chose disponible à une autre finalité, on en fait un instrument, on en fait un moyen, on en fait donc une technique abstraite, une technique en soi, et une technique, la technique juridique, je pense à elle, qui encourt aujourd'hui dans nos sociétés tout à la fois le grief d'une formalisation excessive, celle dont parlait Max Weber par exemple. Formalisation excessive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les justiciables ne comprennent plus le droit, c'est tout. Ça veut juste dire ça. Ils ne comprennent plus le droit par la faute des modes de formalisation du discours juridique, au premier rang desquels se trouvent les juristes. Et technique abstraite qui encourt aussi aujourd'hui le grief de se prêter à la volonté du pouvoir, et je le dirais tout simplement, à son cynisme. Donc, vous m'avez compris, ce n'est pas la peine de prolonger trop le procès. Si vous voulez, de ce droit instrument technique, de ce droit ultra formalisé à un droit inaccessible aux citoyens, il n'y avait qu'un pas à franchir, et c'est ce dont nous parle, je crois, l'histoire récente de la justice plurielle, aussi bien que la nécessité politique, politiquement affirmée, je veux dire, de son existence. La promesse, et donc ce que nous aurions à gagner, la promesse, c'est celle d'une justice libérée du privilège du formalisme juridique. Rien que ça. Alors, dans un sens très précis, c'est pas qu'on n'a plus besoin du tout de la forme juridique, mais c'est qu'elle devient un déterminant, un mode de gouvernement, une forme de rationalité comme une autre. Et la justice numérique, c'est l'investissement d'une autre forme de rationalité, la technologie, le numérique, que sais-je, j'y connais rien, mais une autre forme de rationalité qui peut aller, pourquoi pas, jusqu'à prendre la place de la forme juridique. On peut en tout cas en discuter. Quatrième point pour conclure, et j'irai sur le, évidemment, vous m'avez compris, j'irai sur ce que nous risquons de perdre alors. Et c'est une vraie question, c'est un vrai point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Risque-t-on de perdre la forme juridique? Et que risque-t-on à perdre la forme juridique, après tout? Pourrions-nous vivre dans des sociétés débarrassées de ce formalisme juridique qui fait qu'aujourd'hui, il nous faut du droit plus clair, plus rapide, plus sûr, plus efficient, plus calculable, voilà. Moins arbitraire, moins aléatoire. Alors, je vais vous lire ce qui n'est qu'une conviction, parce que ça demande un peu plus de temps pour développer cette idée, mais évidemment, on va perdre quelque chose dans cette affaire. Peut-être pas en termes d'exigence politique ou civile de justice, mais peut-être en termes de possibilité, ce que j'appellerais en termes de possibilité de justice. C'est-à-dire que je crois encore que ce qu'on appelle la forme juridique, et disons-le très simplement, le droit dogmatique, hein, j'irai jusque-là, le droit dogmatique a une intimité, en tout cas comme structure historique. Ce n'est pas une intimité universelle, ce n'est pas une intimité totalement naturel, si on veut, mais en tant que structure historique, ce discours-là, le formalisme juridique, le droit dogmatique, a une intimité particulière avec la justice. Comment est-ce qu'on peut le traduire? Je vais essayer d'aller très vite, il me reste 1 minute.
En allant très vite, je dirais que le discours dogmatique, le formalisme juridique, comme on veut, le discours technique des juristes, si on veut aussi, il a une fonction arrangeante. Et en ce sens-là, il permet de faire exister la décision de justice. Il permet de faire exister la justice, parce que la justice, c'est toujours juger des choses impossibles. Donc, le discours juridique, on le sait, il a vocation à rendre possible la décision qui, sans lui, serait impossible, parce que reposant uniquement sur un individu. C'est une responsabilité qui, on le sait, est une responsabilité immense, probablement trop lourde. Probablement trop lourde. Essayer de juger un cas sans droit, par exemple. Ça se fait, hein. Ça se propose dans des exercices pédagogiques. On s'affranchit complètement des catégories du droit. Essayons de le faire, et donc on se trouve face à la pure responsabilité de juger. C'est pas la justice plurielle, évidemment. La justice plurielle, encore une fois, elle investit de nouvelles formes de rationalité. Mais, je termine avec ça. Si on veut être plus précis sur ce rapport entre forme juridique, et je répète, c'est une conviction, je ne peux pas à l'heure actuelle le démontrer, je me pose vraiment la question. Si on veut être plus précis, il y a quelque chose avec laquelle les juristes sont absolument familiers, me semble-t-il. C'est, au cœur de cette fonction arrangeante, deux extrêmes. C'est un système d'opposition. Il faut à la fois, quand on est juriste, saisir la singularité de tous les cas, ce qui fait qu'un cas est absolument unique et irréductible à un autre, d'une part. Mais d'autre part, il faut en même temps garantir la règle des règles, qui est qu'on doit traiter les cas semblables de manière semblable. C'est ce que certains ont appelé la structure aporétique du droit. On est pris en permanence dans cette contradiction. Et, selon certains auteurs, je ne développe pas, c'est ça. C'est cette contradiction-là qui est la condition de la justice et de la production d'une décision juste. Vous l'avez compris, tout reste à faire. Donc, justice plurielle, j'allais dire, c'est comme l'autre. Tout reste à faire ici. Les enjeux sont tels que tout reste à faire. La justice sera en permanence à l'horizon des cas à traiter, du litige à apaiser, de la question à trancher. J'espère aussi que la justice sera dans la lumière de notre journée d'études. Je vous remercie de votre attention.